Bon les gens, moi je voulais voir ça. Je voulais voir ça, Arte qui a sorti ce truc-là. Le truc s'appelle Invitation au voyage. Ok. Mais ça, c'est très intéressant. Moi, c'est un truc dont j'avais déjà conscience. Je savais que ça existait en Albanie. Mais je n'avais... En fait, j'ai juste eu des textes où j'ai vu que ça en parlait. Mais j'ai jamais vu un docu qui montre vraiment ça. Effectivement, en fait, comme dans bien des endroits dans le monde, il existe dans certaines cultures des configurations où un troisième sexe ou des possibilités de transitionner socialement existent. Par exemple, en Inde, il y a les hijras. Les hijras, c'est très ancien, depuis des millénaires. C'est un peu la communauté queer et elle est associée à tout un folklore religieux, notamment dans des fêtes populaires. Elles sont capables, je crois qu'elles sont beaucoup liées à l'univers marital, tout ce qui est mariage, tout ce qui est bonne fortune, tout ça. Et en même temps, elles sont comment dire, elles sont dans la merde, les hijras. Il y en a beaucoup qui se prostituent et tout ça. Elles sont mal vues, mais elles sont craintes parce qu'elles sont aussi perçues comme des sorcières. Enfin, c'est un peu compliqué. En Polynésie, il y a les Mahou, il y a aussi les Fa'afafine, il y a les Mux au Mexique. Donc, en gros, pour vous montrer, par exemple, si je tape Mux, voilà, si je tape Mux, vous allez tomber sur ce troisième sexe démon Mux, se prononcer Muche. Ouais, ça se dit Muche. Je savais pas que ça se disait Muche. Mais du coup, voilà, les Mux ressemblent à ça. Et c'est tout un lore. Et voilà, culturellement, ça a une place. Troisième sexe dénomme Muche, un mot emprunté de l'espagnol mujer. Au XVIe siècle, né homme attiré sexuellement par les hommes, les Mux endossent des rôles féminins dans la famille et dans la société. Si je fais Fa'afafine, on va tomber sur, dans la langue des îles Samoa, il existe un terme pour désigner ceux qui ne se sentent pas cantonnés à un seul genre, on les appelle Fa'afafine. Alex se dit garçon-fille et heureux de l'être, et donc Fa'afafine, c'est encore autre chose. Voilà, j'essaye d'éviter les photos parce que les meufs trans aiment bien montrer leur poitrine. On peut encore continuer, hein. Dans le monde arabe, on a les Moukanat. Moukanat en arabe, homme qui ressemble à une femme, au pluriel, une ancienne conception des femmes transgenres qui, quand le moment était venu, étaient forcées d'être castrées. Oui, c'est bon, à l'époque, bon. Les mentions de Moukanatoun dans les hadiths et par les érudits de l'islam. En dehors des textes religieux, ils sont fortement associés à la musique et au divertissement. Et on dit aussi Kanit. Kanit est un terme arabe dans les pays de la péninsule arabique pour désigner le rôle de genre attribué aux hommes qui fonctionnent sexuellement d'une certaine manière en tant que femmes. Donc, hein, quoi qu'en disent les racistes à base de « et on vous jetterait d'un toit », désolé, mais la culture arabe est beaucoup plus complexe que vous croyez. Et bref, mais allez voir d'ailleurs la page Wikipédia, c'est intéressant. Il y a d'ailleurs plusieurs hadiths qui font mention des Moukanat. Voilà, analyse savante. Dans l'islam, il y a des analyses. Enfin bref, c'est intéressant comme sujet. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Bah les hijras. Les hijras, du coup. Les hijras. Ça c'est en Inde, voilà. Et les hijras, pour le coup, je pense que c'est une des cultures queer les plus anciennes qui existent. Mais par contre, du coup, en Albanie, il existe un phénomène où dans leur culture, on peut transitionner. Par contre, je crois que ça n'est que pour les mecs trans, parce que bien évidemment, en fait, la société est beaucoup trop sexiste pour qu'un homme devienne une femme. Mais par contre, qu'une femme devienne un homme, c'est possible. C'est possible à certaines conditions. Voilà, c'est assez rigide, c'est pas idéal. C'est pas LGBT, youhou, tout le monde est content. C'est beaucoup plus rigide, mais c'est quand même intéressant de voir des spécificités culturelles comme ça qui peuvent exister dans certains pays. Et pourquoi moi ça m'intéresse ces sujets-là? Parce que c'est toujours une bonne manière de contrevenir à l'argument qui est de dire, souvent un argument d'extrême droite, qui est de dire les LGBT, ça n'existe qu'en Occident. Ça n'a jamais existé sous quelconque forme ailleurs. C'est une épidémie et c'est l'Occident qui la diffuse. C'est complètement faux. Globalement, on avait, nous aussi, dans notre culture, des phénomènes comme ceux-là. C'est juste qu'on les a annihilés. On les a fait disparaître. La rigidité du christianisme à l'époque de la colonialité, de l'esclavage et tout, on est devenu tellement horrible qu'on a persécuté nos propres minorités à un tel seuil. On a volontairement fait disparaître des traces qui devaient exister d'ancêtres qui potentiellement étaient LGBT, avaient des configurations de genre un peu spéciales. Et d'ailleurs, c'est des traces qu'on retrouve de temps en temps avec
les fameux moines, ça c'est une des traces qu'on retrouve encore, les fameux moines qui étaient à la base des femmes, qui se sont bandés les seins, qui sont rentrés dans les ordres pour prendre l'identité d'un homme. Après, il y a débat, hein, il y a des gens, il y a des historiens qui disent mais non, c'est pas du tout LGBT, c'est des femmes qui cherchaient à échapper à un danger, et du coup c'était leur manière de faire. Sauf que bon, dans les textes de certains de ces moines-là, ces femmes-là, elles ont l'air quand même de bien aimer la vie masculine. Elles ont l'air quand même d'en vanter les bienfaits. D'être dans les ordres et d'être avec des garçons. Enfin, voilà. Bon, tout ça pour dire que cette vidéo d'Arte m'intéresse beaucoup parce que c'est pas un truc qu'on voit souvent. Et voilà, bref, oui. Dans les Alpes albanaises, une silhouette à l'apparence ambiguë veille sur les cimes. Wow. Ambigu tant que ça? Franchement, en fait, c'est tellement une butch, ou c'est tellement un butch, que du coup on sait pas encore, que bon, c'est dur de voir la féminité, non? Nous, les Bournechas, nous sommes comme des hommes. Même si nous sommes physiquement des femmes, au fond de nous, nous avons la force des hommes. Et même plus que certains hommes d'aujourd'hui, qui ne méritent pas de porter le pantalon. Let's go. Ah oui, bien évidemment. Qui ne mérite pas de porter le pantalon. Ça veut féminiser la société, c'est ça? Les butch en haut, les sissi en bas, c'est ça? En albanais, Bournecha est une féminisation du mot bourg qui signifie homme. Depuis le Moyen-Âge, dans les villages les plus isolés du pays, ces femmes décident de devenir des hommes afin d'accéder aux mêmes privilèges. En fait, il me semble que la société, elle est assez rigide. Les femmes, elles n'ont pas beaucoup de droits. Il y a encore des lois de mariage arrangé, des trucs comme ça. Ou alors même tu peux pas trop sortir de la maison sans être accompagné, des trucs comme ça. Bon, la société est pas forcément très cool avec les meufs. Donc en fait, il y en a, si elles ont un sentiment transmasque et qu'en plus de ça, ça leur permet d'accéder à certains privilèges qu'elles n'auraient pas eu en tant que femmes, ça devient quand même intéressant. Et c'est pour ça que c'est un phénomène qui passe, en fait, qui est toléré. Et d'ailleurs, c'est même toléré enfin, je veux dire, par exemple, en Afghanistan, avec toute la rigidité qu'on connaît au système politique qu'ils ont, c'est aussi un truc qui existe. Ça veut dire que si une femme, elle n'a que des filles dans la famille, alors peut-être je me trompe, hein, peut-être qu'avec les talibans c'est peut-être pas forcément évident, mais j'ai déjà entendu parler du fait que s'il n'y a que des femmes dans la famille et que c'est compliqué du coup pour les responsabilités à l'extérieur, des trucs comme ça, l'aîné de la famille peut prendre le rôle de l'homme. Mais pour ça, physiquement, elle doit en prendre les caractères. Elle doit se couper les cheveux, elle doit s'habiller comme un homme et tout. C'est un statut auquel t'accèdes s'il n'y a pas de descendance masculine dans la famille. Ouais, c'est ça. Jurés ne changent pas de sexe, mais font vœu de chasteté et adoptent une apparence Voilà, c'est ça. Il y a vœu de chasteté aussi. Masculine. Leur village et leurs proches les considèrent comme de véritables chefs de famille. Cette tradition unique en Europe, embryon de transidentité, a permis aux Bournechas d'échapper pendant des siècles aux violences patriarcales et aux mariages arrangés. C'est fou quand même, hein. Désolé, mais c'est fou, hein. Une histoire d'émancipation qui raconte la libération des femmes d'Albanie. Les personnes pouvaient adopter le genre qu'ils souhaitaient du moment de la chasteté. Après, je suis pas si sûr que ça. En fait, peut-être en Albanie, oui. Mais si tu parles des moines qui bandaient leurs seins pour rentrer dans les ordres, en fait, il y a quand même beaucoup de situations où ensuite, par autopsie, ou comment dire, au moment de récupérer leur corps pour ensuite l'embaumer et l'enterrer, enfin faire les sacrements ou je sais pas quoi, il y a beaucoup de situations où en fait on découvrait que c'était en fait des femmes. Donc ça m'a pas l'air si clair que ça, hein. C'est pas un truc qui t'est proposé à la carte en mode bon, tu es une femme mais tu peux devenir un homme si tu es chaste. Bon, ça m'a l'air plus compliqué que ça quand même. D'abord sous domination vénitienne, le château et l'Albanie tout entière tombent aux mains des Ottomans à la fin du XVe siècle. Dans cette région, dont la population à majorité catholique refuse de se convertir à l'islam, l'Empire ottoman concède aux habitants le droit de conserver leurs pratiques et leurs traditions. Ah bon? Mais moi je croyais que l'islam, les islamistes, ils voulaient tuer tous les gens qui croyaient pas comme eux et tout. Ils me disent tout le temps ça sur Twitter. Elles sont retranscrites dans un code rigoureux qui régit chaque aspect de la vie quotidienne. Ici, en Albanie,
Il existe une loi particulière qu'on appelle le Qanun. Cela vient d'un mot grec et c'est un droit coutumier, une tradition ancienne qui date de l'époque romaine et qui a toujours accompagné la population albanaise. Selon le Qanun, les femmes sont très importantes, mais elles sont comme des objets. C'est complètement inégalitaire. Les femmes ne font pas partie de la famille ou de la société au même titre que les hommes. Dans ce monde d'hommes où l'honneur est une notion primordiale, le Qanun Ok, c'est le code de loi, pardon. régit tout. Il autorise les familles à appliquer la loi de la vendetta, des crimes de sang qui se Les lois du talion. transmettent parfois de génération en génération et qui permettent de laver un affront. Ah, la loi du talion, je trouve, c'est un des trucs les plus horribles au monde, mais oui. Une société marquée par la violence, où l'époux dispose du droit de vie ou de mort sur sa compagne. Elle est sa propriété. Mais dans les montagnes albanaises, une tradition permet à certaines d'entre elles d'échapper à cette vie de servitude. L'héritage maudit, t'as rien demandé. Ah mais oui, mais moi j'avais déjà vu un documentaire sur la loi du talion où on voyait un ado de 12 ans. Il était dans sa chambre, il était au calme, il jouait aux jeux vidéo. Et en fait, il sortait jamais de chez lui. Et le journaliste, il vient le voir et il est en mode « Mais pourquoi tu sors pas ?» Et il est en mode « Bah je peux pas sortir parce qu'en fait, mon daron, il a fait une dinguerie. Et en fait, mon daron, il est mort sans rembourser sa dette. Et maintenant, la famille, elle estime que c'est moi qui dois payer pour la dette de mon père en mourant. Donc en fait, je sors pas de chez moi et je joue aux jeux vidéo. J'ai 12 ans. Parce que sinon, on va me choper, on va me tuer en fait. C'est ce genre de situation. S'il n'y avait aucune descendance masculine au sein du foyer, ou que le chef de famille, le père ou le grand frère venait à mourir, la famille avait besoin d'un homme, d'un responsable. Et il Oui, donc c'est quand même très rare. Hein. des jeunes femmes décident de devenir des vierges jurées, des bournéchas. Des vierges jurées, des bournéchas. Ok. Bournécha, ça veut dire homme féminin. Que bourne, ça veut dire homme. Et bournécha, c'est la féminisation du terme homme. C'est comme si on disait un homette. Ou attends, une homette. Attends. Un mec. Comment on veut dire? Un gars. Une gadji. Je sais pas. En un mot, elles devenaient des hommes. Une omelette. Faisant vœu de chasteté, les bournéchas changent d'identité. Oui, bon, après, vœu de chasteté. Tant qu'elle tombe pas enceinte. Ça va. Moi, je suis sûr que à l'abri des regards, ça se broutait le minou quand même. Acceptées au conseil de village, elles ont droit aux honneurs, au même titre que les hommes. Dans ces montagnes aux vallées profondes, on en dénombre une centaine au cours du XXe siècle, disséminées entre l'Albanie, le Monténégro et le Kosovo. Aujourd'hui, elles sont moins d'une dizaine. C'est le plus bel endroit du monde. Je suis née ici. C'est mon village. C'est précieux pour moi. Et puis ça se passe d'explications, non? Vous voyez C'est vrai que c'est magnifique. Hein. bien la quiétude qui règne ici. Ça me manque trop la montagne, j'ai trop envie d'y aller. C'est vraiment la paix. Ils lui ont mis une voix de meuf. Ah oui. Oui, Arte. Arte. Mais réfléchissez enfin. À Le Pouche, Justina Grichage est l'unique bournécha de l'histoire du village. Quitter sa montagne, fonder une famille et obéir à son... Parce que je me demandais si elle mettait des binders, si il mettait des binders, pardon, du coup je me fais avoir. S'il mettait des binders et tout. Mais non, en fait, je pense qu'il y a un gros maxing. Je pense qu'il y a une strat gros maxing. Comme ça, tes seins, ça passe. Avec la bedaine. J'ai eu la chance de beaucoup lire, car mon père était le premier instituteur du village et on avait une grande bibliothèque. Un jour, j'ai lu le livre du Qanun. En lisant, je me suis dit, c'est possible de devenir une bournécha? Tu deviens libre. Tu peux aider et soutenir ta famille. Et quand j'ai eu 23 ans, mon père est décédé d'une crise cardiaque. Oui, tu l'as tué à main nue pour transitionner, c'est ça? Nous ne comptions que sur son salaire. Nous étions très pauvres. Alors j'ai décidé de devenir bournécha. En fait, pour lui, c'est peut-être pas déjà gênant. Bah oui, parce qu'en fait, dans ce système-là, alors ça reste un système très rigide qui fait beaucoup et qui produit beaucoup d'injustices. Hein. Les gens, rendez-vous compte. Enfin, je veux dire, peut-être que lui, il a la chance d'accéder à ce statut-là, mais pour ça, il faut que ton daron décède, il faut qu'il n'y ait plus de mecs dans la famille. Et bon,
Globalement, c'est la chasteté, tout ça. Enfin, il y a quand même beaucoup d'interdits. Moi, j'idéalise pas ça. Mais ça m'intéresse en tant que particularité culturelle. Ça m'intéresse parce que ça montre à quel point le monde n'est pas aussi rigide et binaire que les gens le croient. Parce qu'il y a beaucoup de situations où, en fait, c'est fluide. Le genre est fluide. Donc ça m'intéresse pour ça. En fait, pour lui, c'est peut-être pas gênant. On sait pas quelle vision il a de la transsexualité. Mais il en a sûrement peut-être pas. Genre, peut-être qu'il s'en bat les couilles de ce que c'est que le mot trans, en fait. Peut-être qu'il s'en bat les couilles de ce que c'est que les LGBT. Peut-être même qu'il est LGBT-phobe. Parce que pour lui, ce qui compte, c'est la coutume. Je veux dire, c'est une dimension coutumière. La transidentité prend un sens coutumier. Et si ça tombe, tu peux même peut-être tomber sur des Burnéchas qui vont être transphobes parce que c'est l'Occident et en même temps pour les Burnéchas. Enfin, vous voyez le truc ? À une époque où l'exode rural dépeuple les montagnes, la Burnécha choisit d'épouser les cimes et de veiller sur son village. Justina devient Douni. Elle pourvoit aux besoins de sa famille, a le droit de travailler et d'acheter des terres. Quand j'ai pris cette décision, tout a changé. Là, c'est pour une raison économique qu'il transitionne. Bah non. Enfin, comment dire ? Qu'est-ce que t'appelles économie ? Genre, c'est pas des gens qui ont un livret A. C'est ça que t'entends. C'est pas des gens qui veulent rembourser un prêt. C'est des gens qui héritent souvent d'une maison qui est la même depuis des générations. C'est des gens qui font un travail qui est sensiblement parfois le même. Il y a beaucoup de vie en autarcie. On a des cultures, on a du bétail, on coupe du bois. Bon, je sais pas si on peut appeler ça économie, tu vois. Plus activité. Moi, je pense que c'est pas une raison économique, c'est une raison communautaire, en fait, de prendre ce rôle-là, quoi. J'ai eu droit à la parole, à l'honneur, j'avais un travail, j'avais tout. Quand tu deviens Burnécha, tu as tout. Ah oui, ça aide. Hein. Pendant ma vie, j'ai fait tout type de boulot, avec les machines, le tracteur. Et c'est très intéressant quand même, hein, parce que au sein de l'édifice sexiste et patriarcal, qui biologise la différence avec les femmes, en disant bah elles ne devraient pas travailler parce que de toute façon elles n'en ont pas la force, elles ne devraient pas gérer des responsabilités parce que de toute façon elles ne savent pas faire, elles ne devraient pas faire telle chose parce que de toute façon elles sont hystériques ou que sais-je. En fait, d'un coup, tout disparaît. D'un coup, on va te faire reposer sur toi les responsabilités des hommes, et voire même peut-être on va te mettre à l'épreuve. Parce que j'imagine que dans certains travaux, il y a des Burnéchas, il y a des mecs qui doivent les mettre à l'épreuve. Ah ouais, t'as voulu devenir un mec ? On va voir si tu sais porter tel truc. On va voir si tu sais vraiment faire tel truc. On va voir si t'as assez de force pour faire tel truc. Je pense que les Burnéchas, du coup, doivent prouver un truc en plus, même. Tu vois, c'est intéressant quand même. À quel point c'est relatif, en fait, le patriarcat. À quel point c'est relatif. En fait, les Burnéchas, c'est exactement la manière dont les terres voient la transidentité femme to homme en Occident. Une transition soi-disant faite uniquement pour échapper à la domination masculine et à l'oppression. Bah oui, c'est ça. C'est leur modèle. La possibilité d'hériter du père. Mais sauf que la différence, c'est que les Burnéchas deviennent pas pour autant d'immenses merdes patriarcales. Après, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait qui le deviennent. C'est-à-dire que accéder à la... En fait, c'est compliqué. Ça veut dire que accéder au privilège masculin, ça veut pas dire que t'es déterminé à devenir un mec et être sexiste. Mais par contre, des mecs trans ou des butch qui surperforment le sexisme pour essayer de prouver quelque chose à la société, ça existe. Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait qui le soient. Anti-patriarcat à fond ? Bah pas forcément. Pas forcément. Hein. Des fois, il y a des mecs trans, ils transitionnent et ils deviennent sexistes parce que pour eux, c'est leur légitimité, c'est leur place, c'est des mecs. Mais les Burnéchas ont également un devoir. Leur vœu s'accompagne de la promesse de renoncer au mariage. À partir du moment où tu deviens Burnécha, c'en est fini avec les histoires d'amour. Mais vous savez, dans le travail, il y a de l'amour. Quand les choses te réussissent, il y a de l'amour. Quand tu observes les fleurs, il y a de l'amour. Quand ta famille est heureuse, l'amour est immense. C'est spécial, hein, quand même. C'est-à-dire que c'est un interdit qui, quand même, doit, au sein d'une vie, doit frustrer. Mais lui, il a l'air quand même de le défendre en mode, bah c'est bien. Quand tu trouves ton propre bonheur, c'est ça l'amour. Pendant près de 40 ans, et malgré les tentatives de la dictature d'Enver Hoxha d'étouffer les pratiques du Kanoun, la coutume des Burnéchas demeure protégée derrière les massifs. Mais à la chute du régime en 1991, l'époque de la servitude totale est révolue. Pour la première fois, les femmes albanaises bénéficient des mêmes droits que les hommes. Oui. Dans la capitale Tirana, certaines d'entre elles poursuivent la lutte.
Ah voilà, et là on est plus dans la matrice LGBT telle qu'on la connaît. Et en fait c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait dans beaucoup de pays, qui sont pas forcément des pays occidentaux et tout, des fois cohabitent les deux imaginaires. C'est-à-dire que les Bournechas peuvent exister en Albanie en même temps que des mouvements LGBT. Et pareil pour les Mouché au Mexique, il y a des Mouché et elles sont pas forcément dans le mouvement LGBT et il y a des Mouché dans le mouvement LGBT. Et il y a une intercommunication qui commence à s'opérer. Voilà. La société albanaise est très traditionnelle et patriarcale. Et en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, on en revient presque au truc autour d'Horia. C'est que Horia, elle, son truc, c'est... Enfin, elle a un peu fini par marteler ce truc-là de dire stop à la tyrannie de la visibilité et tout. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a des configurations comme les Bournechas qui sont potentiellement rigides, potentiellement injustes sur des points, mais qui sont pas déterminés à porter le sujet comme un truc de visibilité. Et en même temps, là, moi, où je serais un peu critique de ce que dit Horia, c'est que partir simplement du principe que la stratégie de la visibilité est un truc qui ne vient que du modèle LGBT occidental, c'est pas tout à fait exact parce que c'est une intuition que tu peux retrouver même dans des formations, même dans des communautés qui sont pas spécialement travaillées par un imaginaire occidental. En tout cas, pas tant que ça. En tout cas, qui font pas allégeance à des références et à un corpus intellectuel plutôt occidental. Et ça arrive. Par exemple, les Mouché ont l'air d'avoir une stratégie de visibilité au sein de la communauté mexicaine. Elles cherchent à tout prix à ouvrir des salons de coiffure, ouvrir des trucs de maquillage. Elles participaient aux fêtes populaires. Il y avait vraiment un truc de visibilité. Ou alors les Hijra aussi cherchent à être très visibles et tout ça. Parce que c'est garantir leur existence au sein de la communauté. C'est plus elles sont vues, plus elles continuent à entretenir le rôle social qui leur a été attribué et qui leur permet d'exister en tant que anomalie au sein du patriarcat. Donc, moi je trouve que, enfin voilà, c'est juste sur ce truc-là vis-à-vis d'Horia, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'en fait, elle cherche à développer une réponse qui lui permet comment dire, qu'on arrête de la faire chier avec ce sujet-là. Et je trouve que c'est intéressant ce qu'elle a développé avec le truc il y a une relativité à la stratégie de la visibilité. Par contre, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que les gens se mettent à penser que la visibilité, ça n'est une stratégie et une intuition qui ne viendrait que de l'Occident et que de ces LGBT à eux. Et que ça serait une forme d'ingérence que l'exportation de la stratégie de la visibilité. C'est beaucoup plus complexe que ça parce que organiquement, il y a des communautés LGBT dans certains pays qui viennent avoir des intuitions de visibilité par eux-mêmes en fait. C'est juste un point que je voulais dire. Reste que moi, sa prise de parole à Horia, moi ça m'a vraiment fait du bien. Et puis ça fait du bien de la voir aussi mettre quelques pains. Je suis désolé parce que sur ce sujet-là, les gens la font tellement chier que voilà. Et puis rappelle aussi, elle n'est pas chercheuse queer en fait. Donc au bout d'un moment, il y a un monde où elle se concentre aussi sur son activité. Les gens lui demandent des comptes sur les sujets LGBT, mais elle n'est pas déterminée à passer sa vie à tenter d'explorer et d'apprendre tous les trucs autour des LGBT parce qu'elle a déjà beaucoup de travail ailleurs en fait. Intellectuellement, elle travaille déjà sur l'antiracisme politique. Donc en fait, il y a ce truc de bon, je vais pas c'est pas parce que des fois il y a des ambiguïtés ou des trucs je me dis je suis pas sûr de son avis que je vais dire que je vais balancer une polémique comme les autres font. En fait, ça m'énerve, j'aime pas ça. La Queen, quelle pensette, oui. Ah oui, non mais oui. Non mais en fait, le niveau est tellement haut, enfin bref, Les femmes et les minorités, en particulier les LGBT, sont opprimées. Au début du XXIe siècle, on disait qu'il n'y avait aucune personne LGBT dans le pays, qu'il s'agissait d'un phénomène occidental. Être gay ou trans, ça irait à l'encontre de la conception nationale de la masculinité. Cette masculinité puissante et fière, si importante dans l'identité albanaise. Vraiment, c'est les hommes des bois, quoi. Les hommes, hein. La militante Jenny Carrage a longtemps été la seule personnalité ouvertement lesbienne du pays. La seule. Si aujourd'hui, beaucoup voient dans la Bournecha une ébauche de l'identité queer albanaise... Ah oui. Cette figure porte en elle une... Ils ont Valek. Ah, Valek, il est albanais. Oh, ça explique beaucoup de choses. Partie des clichés dont la jeune génération cherche à s'émanciper. Le concept de Bournecha est toujours utilisé aujourd'hui. Il est utilisé dans un sens très patriarcal, puisqu'il désigne une femme forte, une femme qui possède des caractéristiques que l'on attribue d'ordinaire aux hommes, comme l'indépendance, par exemple. C'est la façon dont la société conçoit ces rôles.
C'est un mot que je déteste et que certaines personnes ont déjà utilisé pour me désigner. C'est intéressant, en fait, là, regardez, c'est ça qui est intéressant. C'est la circulation entre la queerness rigide, coutumière, et l'imaginaire LGBT peut-être beaucoup plus occidental, du coup, il faut le dire. Même si c'est une Albanaise qui a peut-être jamais quitté l'Albanie, hein, et grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'anglais, enfin c'est aussi c'est une matrice intellectuelle et politique qui circule. Mais du coup, c'est intéressant cette confrontation. Elle, ça la fait chier. Ça la fait chier Bournéchat. Mais je comprends, parce que du coup, ça reste une matrice patriarcale finalement. En Albanie, les gens ont tendance Elle a pas lu à penser qu'être une femme lesbienne, cela revient à vouloir être un homme. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps pour les femmes d'être libres, d'accepter librement leurs identités et de se libérer de ce système binaire. On peut être forte et être une femme. On peut être indépendante et être une femme. Pas la peine de prendre le rôle d'un homme. Il n'y aura plus de Bournéchat. Mais je ne dirai à personne de devenir une Bournéchat. Les femmes n'ont plus besoin de prêter ce serment aujourd'hui. Il faut qu'elles étudient, qu'elles aient leur propre vie pour elles-mêmes. Et ça me rend très heureuse. Je suis contente car aujourd'hui, les femmes peuvent être présidentes, parlementaires ou docteurs. Elles font ce qu'elles veulent. Bah, c'est trop intéressant, je suis trop heureuse. Ah, merci Arte, de temps en temps, c'est bien, mais faites plus souvent ça. Au lieu de faire des vidéos d'Allemands insupportables qui mégenrent tout le monde, là. Pourquoi vous faites pas des vidéos pour parler des cultures queer bizarres? Je sais pas s'il existe des docus comme ça. À part le truc de Nicky Doll, à part ça, est-ce qu'il existe vraiment des trucs? Oui, il y a le truc de Clovis Maillet. Bah, chez nous, on a Clovis Maillet qui est un historien qui s'intéresse justement aux particularités queer dans l'histoire ancienne. Donc voilà, Clovis Maillet, si vous voulez aller le lire. C'est lui d'ailleurs qui parle de Jeanne d'Arc. C'est lui qui a fait polémique autour de Jeanne d'Arc. En vrai, attends, les Hijras par exemple. Vous voyez ce que c'est les Hijras? Vous voyez ce que c'est ou pas? Première communauté transsexuelle musulmane. Ça va faire jaser. Très intéressant. Let's go! La vérité est que cette vie est trop difficile. Je ne peux même pas l'expliquer avec des mots. Oh, les doublages, ça va être pire qu'Arte, je crois. Après, voilà. Après, les Hijras, c'est compliqué. Parce qu'en fait, c'est une communauté féminisée. Tous ne sont pas des femmes trans. Parfois, il y a juste des hommes homosexuels, mais qui prennent l'habit féminin parce que ça passe en tant que communauté Hijra. Enfin, c'est un peu... C'est une communauté queer, en fait. C'est un melting pot d'exclus de la société, un peu. Ce monde nous regarde avec haine. C'est un homme. Pourquoi est-il habillé en femme? Et à savoir que la colonisation anglaise a bien évidemment foutu le bordel dans tout cet équilibre-là, hein, bien sûr. Les Hijras n'étaient pas autant méprisés. C'est quand même les Anglais qui ont dit « Mais c'est quoi ça? Les Indiens, là Comment ça, vous avez des queers ?» Tu te comportes de manière efféminée. Tu marches comme une fille dans la rue. Ta voix est celle d'une femme. Oui, je me comporte comme une fille. C'est mon don divin. Je ne peux pas changer. Si je veux vraiment être heureuse, je ne peux pas vivre la vie que je vis maintenant. N'est pas possible. Mais on regarde, oui, ok, on regarde une vidéo de MrBeast doublée à la chiotte. Mais ça va, vous allez vous en remettre, non? Musique de Maxer, doublage Inferno. Oui, bon, bref, c'est pas grave, c'est intéressant. Il n'y a pas beaucoup de vidéos en français, donc j'en profite. Et j'ai une mission. Parcourir le monde pour rencontrer les personnages les plus extraordinaires de la planète et poser-lui une question simple. Qu'est-ce que le bonheur pour toi? Ah oui, on est sur ce genre de contenu. Bienvenue au projet Happiness. C'est fou quand même. Il va aller voir des unijambistes qui font la manche dans un pays colonisé. Et alors, c'est quoi le bonheur pour toi? Et moi, je cherche une communauté, un village très spécial. Un village de Hijra, unique au monde. C'est le Bangladesh, ouais, c'est ça. C'est un village où les femmes transgenres... Oui, parce que là, il parle des Hijras et il dit première communauté transsexuelle musulmane. Normalement, c'est plus le Bangladesh. Parce que des Hijras, il y en a en Inde, mais elles sont plus hindoues. Elles sont pas forcément musulmanes. En fait, ça, c'est un truc propre à la culture locale. Ça veut dire que du coup, t'en as au Bangladesh et tu vas en avoir des plutôt musulmanes, mais tu vas en avoir des hindous. C'est un truc trop ancien, bien plus ancien que les religions monothéistes. C'est Asie du Sud. Bah ouais, mais du coup, est-ce qu'on va retrouver ça en Indonésie, par exemple? Je me demande. Peut-être, hein. Peut-être que je connais pas, j'ai pas eu assez de data pour savoir qu'en Indonésie ça existe, tu vois, mais... Et c'est ici, au Bangladesh, qu'on pense que la communauté transgenre la plus ancienne au monde est née, avec des traces de leur existence déjà dans les anciens textes hindous du Kama Sutra et du Mahabharata.
écrit autour de 400 ans avant Jésus-Christ. Ouais, bien avant Jésus-Christ, quoi. Oui, c'est vraiment millénaire, quoi. Hijra a toujours été le terme utilisé pour décrire une personne transgenre dans le sous-continent indien. Et historiquement, elles étaient vénérées, presque comme des divinités. Surtout pendant l'Empire moghol qui a gouverné la majeure partie de l'Inde au cours du XVIIIe siècle. Les Hijras appartenaient à une caste sacrée et occupaient des rôles importants, comme prêtresses, guérisseuses, danseuses sacrées et protectrices des fêtes et des célébrations. Voilà, c'est ça. En gros, elles sont très souvent, mais d'ailleurs comme en Polynésie ou comme dans d'autres endroits, leur communauté a pu subsister notamment parce qu'on leur associait des propriétés un peu de sorcières ou de divination. En fait, amener des hijras à son mariage, il me semble que c'est ça le principe. Quand tu te maries et que t'es riche, tu fais venir des hijras, elles vont faire l'animation de la soirée et je crois qu'elles font des rituels pour permettre que ta femme, elle soit fertile ou des trucs comme ça. Voilà, protectrice de la fête. Mais pareil pour les mouchés. Au Mexique, c'est pareil. Ça veut dire que les mouchés, aujourd'hui, elles sont dans le business de la beauté, de l'esthétique, et parfois, il y en a qui se prostituent. Mais les mouchés, bien avant, elles étaient, bon, certes prostituées, mais elles étaient aussi liées à un folklore local, spirituel et tout ça. Cependant, malgré leur importance sociale, pendant la période du colonialisme britannique, les Hijras ont été victimes de persécutions. Bah oui, et là on en revient à la thèse. Il y avait quand même beaucoup de sociétés pré-coloniales qui n'étaient pas aussi rigides que l'Empire chrétien autour des minorités sexuelles. Et oui, mais ça les gens de droite veulent pas l'entendre en fait. Les gens de droite ne veulent pas entendre que nous avons été les plus LGBTophobes du monde. Et on a colonisé les autres pays et on a imposé notre mentalité aux autres pays. Ce n'était pas forcément leur cas à la base en fait. Les valeurs et les normes importées de la société britannique de l'époque, comme la loi sur la sodomie de 1861, qui punissait les actes sexuels considérés comme contre nature, ont conduit à la stigmatisation de l'identité transgenre. À partir de là, les Hijras ont été de plus en plus marginalisées. Et de semi-divinités, elles sont devenues en peu de temps les parias de la société. Rien qu'au Bangladesh, on estime qu'il y a environ 50 000 Hijras, c'est-à-dire des personnes qui se définissent comme appartenant au troisième genre. Attends, c'est combien de millions de personnes, Bangladesh? Les Moudjés, il y a un bail pension pour les Moudjés, les Moukchés, pour les Mouks. Vous pouvez pas te marier et tu restais à soigner les vieux parents. 171 millions de personnes, ah ouais. Ok. Indonésie, c'est 300 millions. Putain, c'est fou. Pakistan, 300. Bangladesh, 160. Waouh, c'est des big pays, hein, quand même. Hein. Faut le dire. Hein. Quasiment la population de l'Amérique. T'es assigné fille, tu peux pas appartenir au troisième genre? Je pense que si. Hein. Je sais pas. En fait, c'est spécial. Regardez, en Albanie, on a vu une situation où la configuration sociale permettait aux mecs trans d'exister. Et là, on est dans une configuration sociale où, effectivement, j'ai l'impression que c'est plus les meufs trans qui peuvent exister. Je crois pas qu'il y ait des mecs trans chez les Hijras, tu vois. Nous demandons l'aumône, quelques centimes. Il ne reste que peu de temps avant la fête de l'Aïd. Et nous collectons les dons pour la célébration. Avec nous, il y a d'autres... Donc elle célèbre l'Aïd, putain. Sœurs. En fait, c'est ça, c'est la particularité, la spécificité, quoi. C'est-à-dire que c'est l'islam, mais avec les coutumes anciennes, dont les Hijras. Enfin, nous collectons l'argent tout ensemble. Ici, il y a environ 30 à 50 membres. Nous avons des tours de mendicité préétablis du matin au soir. Aux citoyens du Bangladesh, nous demandons 5, 10 centimes. C'est ainsi que nous survivons. Si nous trouvons une personne sensible, elle nous aide. Sinon, ce n'est pas grave. Nous ne forçons personne. Si on nous donnait du travail, nous travaillerions toutes. Une chose est certaine dans cette vie. Aucune de nous n'est heureuse de venir ici mendier. Notre façon d'être est un don de Dieu. Mais si Dieu n'avait pas fait ainsi, tout aurait été plus facile. La vérité est que cette vie est tellement difficile que je ne peux même pas l'expliquer avec des mots. Ce monde nous regarde avec haine. Que devons-nous faire? Les hommes ici ont même peur d'elles. Ils croient qu'elles peuvent te jeter un sort si tu ne fais pas une petite offrande. Oui, c'est ça. En fait, il y a une espèce de folklore spirituel qui a encore peur des Hijras, comme quoi elles auraient des capacités de sorcellerie. Et c'est intéressant. C'est pour ça aussi qu'elles sont protégées dans leur statut. C'est-à-dire qu'on hésite à les agresser parce que potentiellement elles peuvent maudire ta famille sur 3 générations, quoi. Au milieu de tant de préjugés et de discrimination, nous réussissons avec beaucoup de difficultés à trouver quelqu'un prêt à nous accompagner dans un village perdu dans les campagnes de la périphérie de Dhaka, qui semble pouvoir devenir le premier bastion pour les droits des Hijras. Comme dans les meilleures aventures, nous avons réussi à trouver un passage inattendu, car notre nouvel ami, Samar, semble connaître l'emplacement.
Ah, il a l'air de les connaître un peu, donc. De ce village. Tu veux pas les rejoindre? Il a suffi de dire que nous recherchions les femmes transgenres musulmanes. Il semble qu'il sache où il se trouve, espérons-le. Nous nous dirigeons vraiment vers une zone très reculée, mais voyons si nous l'atteindrons. Le village que nous allons atteindre est minuscule, pratiquement inconnu, comme tant d'autres dans la région. Mais ses habitants l'ont rendu unique au monde, car ils ont eu le courage et la détermination de construire la première mosquée dédiée au hijra. En effet, bien que rien de tel ne soit écrit dans le Coran, la plupart des mosquées interdisent catégoriquement l'accès aux personnes transgenres. Sauf dans celle-ci. Je sais que cela semble incroyable, mais ce que vous voyez derrière moi est bien la mosquée. La mosquée qu'elles ont réussi à construire avec leurs propres économies, les hijra, c'est-à-dire la communauté transgenre. C'est fou, hein. Pour prouver, en fait, pour prouver qu'elles sont là, elles sont dans la communauté, elles vont construire une mosquée. Vit ici. Après, c'est parce que elles y croient, genre elles sont vraiment premier degré musulmanes, genre. La leader, accompagnée des hijra de référence de la communauté, me souhaite la bienvenue. Presque en s'excusant si la simplicité de leur mosquée a pu décevoir mes attentes. Pour réécrire notre avenir, nous organisons des formations de couture, d'esthéticienne, de conduite et un cours d'informatique à but éducatif. Comme au Mexique. Elles essayent de se développer dans des secteurs comme ça. Par exemple, j'ai acheté des machines à coudre pour certaines hijra et elles cousent à la maison. Certaines d'entre nous travaillent dans les salons de beauté, d'autres font le ménage à domicile. De cette manière, nous nous éloignons peu à peu des rues et nous nous créons nos propres emplois. En outre, nous, en tant que communauté transgenre, devons lutter chaque jour pour avoir des droits essentiels comme chaque être humain. Ouais, elles se protègent de la prostitution, parce qu'en fait, ce qui les bute, c'est la prostitution. Là-bas, c'est fait dans des telles conditions que... Et en plus, les flics, hein, moi j'ai vu des récits, des témoignages, en mode des hijras qui vont se prostituer, elles se font choper par les flics, pendant une semaine, elles sont en garde à vue, c'est tous les flics du commissariat qui vont se servir d'elles, quoi. C'est pourquoi nous faisons continuellement des rencontres avec des fonctionnaires du gouvernement partout au Bangladesh, pour revendiquer nos droits et avoir une place dans la société. Depuis l'âge de 12-13 ans, nous avons été battus et rejetés par nos familles à cause de notre façon d'être. Tu es trop efféminé, tu marches comme une fille, tu parles comme une fille. Oui, je marche et je me sens comme une fille. C'est mon don divin et ce n'est pas modifiable. Une fille est une fille, un garçon est un garçon. Mais moi, je suis moi. Ensuite, à cause de la pression sociale, nos familles nous renient et nous ne savons pas où aller. Bien sûr, nous n'avons pas de petite amie. Évidemment, nous n'avons pas d'amis. Nous ne pouvons être qu'entre nous. C'est pourquoi nous créons des communautés comme celle-ci, où tout le monde vit autour de la maison du leader. Quand nous avons emménagé ici, il y avait une mosquée de village. Quand nous avons essayé d'y entrer pour prier, certaines personnes locales et des érudits islamiques nous ont interdit de prier dans cette mosquée. Ils nous ont dit que pour nous, il était interdit d'entrer, que ceux comme nous n'ont pas besoin de prier. Ils nous ont menacés de ne jamais revenir. Mais nous sommes des êtres humains. Nous sommes musulmanes. Nous pratiquons notre religion et nous devons prier. Même lorsque nous mourrons, il ne nous est pas permis de suivre le rituel musulman. Nous ne pouvons pas avoir de funérailles et même pas avoir une humble sépulture. L'une de nos sœurs est morte. Elle a été tuée dans un parc. Personne n'a cherché le coupable. Si une personne normale meurt, si quelqu'un est battu, il y a un procès, il y a une sentence. Mais si une hijra meurt, il n'y aura pas de procès. Et chez nous, on n'en est pas loin. Hein. Enfant, je jouais toujours avec les filles. Nous nous amusions à faire des jeux comme la marelle, cache-cache et bien d'autres jeux de filles. Pour moi, tout semblait normal. J'étais heureux. Mais plus je grandissais, plus ma mère me réprimandait. Me demandait pourquoi je jouais avec les filles au lieu des garçons. Ça passe de voix de mec à voix de meuf à voix de mec selon le passing. Bah oui, le passing, l'habit fait le moine hein, pour les femmes trans, hein, vous découvrez. La manière dont nous vivons ne peut pas être appelée la vie. C'est une lutte. Nous n'avons pas l'opportunité de travailler. Échir. Pour une personne transgenre, obtenir et maintenir un travail digne signifie bien plus que recevoir un salaire. Cela signifie avoir la possibilité de s'exprimer, de pouvoir contribuer et surtout de se sentir partie intégrante de la société. Ces tissus suspendus ainsi indiquent aux hijra qu'un enfant est né dans cette maison et donc elles doivent venir ici pour performer. Ah voilà, et c'est ça qui est intéressant. J'ai rien compris. En fait, dans la culture indienne et du coup au Bangladesh et tout ça, les hijra, bien avant la colonisation, elles avaient une fonction spirituelle qui était notamment vis-à-vis des mariages et vis-à-vis des naissances. Et en fait, il y a des rites, voilà, elles font des rituels, elles font des danses, elles font des chants qui sont spirituellement... en fait, c'est comme des... En fait, vu qu'on a peur qu'elles puissent balancer des malédictions, apparemment, elles sont aussi capables de jeter des bons sorts.
Et en fait, si les hijras, on veut qu'elles soient là, elles soient présentes lors des mariages ou lors de l'accouchement d'un bébé ou d'un truc comme ça, c'est pour qu'elles puissent jeter un sort de bonne fortune sur le bébé ou sur le couple et tout ça. En fait, c'est ça l'idée. C'est qu'elles sont liées à ces rites-là. C'est un peu druide, tu vois. C'est des fées marraines, un peu, ouais. En Asie, les trans ont toujours eu un lien avec les enfants, ça a toujours été pour protéger le bonheur et les chances. Mais moi, je pense que ça vient de beaucoup plus loin que ça. Moi, je pense que dès les sociétés mésopotamiennes et tout, tu devais avoir des trucs comme ça. Parce que c'est un truc que tu retrouves tellement dans des pays différents que le foyer culturel commun, il doit être très, très, très ancien. Et je pense que ça remonte à la Mésopotamie, à tous ces trucs-là. Parce que si tu es capable d'avoir en Inde et au Bangladesh des communautés de hijra qui ont cette place spirituellement, et d'avoir à l'opposé du monde, hein, parce que littéralement c'est l'opposé quasiment, au Mexique, des communautés qu'ils appellent les Muché du coup, qui ont exactement la même fonction dans le folklore, c'est que ça remonte à des temps de l'humanité très 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 anciens. Et moi je pense que même en Grèce et dans l'Empire romain, je pense qu'il y avait des croyances un peu similaires. C'est juste qu'il y a un moment où elles ont été vraiment poursuivies, chassées dans l'Occident chrétien. Il y a eu vraiment une répression qui s'est opérée. Moi, je pense que c'est l'arrivée de l'Église et je pense que c'est à partir de la christianisation de l'Empire romain et tout ça. C'est là que la répression se fait, quoi. Pourquoi ils sont turbo-transphobes si elles ont une place particulière dans la société? Bah déjà, 1, parce qu'elles sont craintes. 2, parce que les Britanniques ont colonisé l'Inde, le Bangladesh et tout ça, et qu'ils ont imposé leurs normes en matière de sexualité. Et ces trucs-là sont restés. Et c'est aussi parce que 3, aujourd'hui, vu que l'Occident aime bien faire appel au progressisme pour donner des leçons de morale au monde entier, en réaction, chez des peuples d'anciens colonisés, il y a ce truc de se dire « Ah bah si l'Occident c'est les LGBT, c'est la décadence, tout ça, nous, à l'inverse, par conservatisme et par exception culturelle, on va faire l'inverse. » Des fois, il y a cette mentalité-là aussi. En fait, c'est plein de facteurs différents. Dans cette histoire de résilience, il y a cependant une figure qui a été déterminante pour permettre aux hijras d'avoir un endroit rien que pour elles, où rencontrer Dieu. Ah, on va voir la mosquée. C'est l'imam de la mosquée. Très jeune homme qui, contre tous les préjugés, a décidé de consacrer sa vie à défendre le droit des hijras d'avoir un refuge où elles peuvent prier Allah. Ils sont nos derniers frères oubliés de la société. Ils veulent suivre le chemin d'Allah et apprendre le Coran. Et je suis honoré de pouvoir les aider. C'est pour cela que j'ai décidé de devenir imam. Je suis très fier de pouvoir leur enseigner le Coran. Quelle est ton opinion sur ces personnes qui pensent que les hijras ne peuvent pas prier avec eux? Nos frères, oui, bon, après Bélec, hein, c'est peut-être la traduction aussi. Et peut-être que c'est premier degré ce qu'ils pensent aussi. Et quand bien même ça serait ce qu'ils pensent, bah c'est pas grave, c'est déjà un peu basé. Enfin, je veux dire, ne prenez pas uniquement la grille d'analyse qui est la vôtre. C'est un autre espace-temps. Écoutez Ouria, quand elle dit c'est un autre agenda et un autre espace-temps, c'est ça qu'elle dit. En réalité, d'un point de vue religieux, nous et les hijras sommes des musulmans de la même manière. Donc il est obligatoire pour tous, en tant que musulmans, de prier et d'apprendre le Coran. Chacun de nous doit prier et apprendre le Coran s'il veut aller au Jannah. Sur terre et au paradis, il n'y a pas de différence entre nous. Les hijras vont prier avec les hommes de la communauté du village autour. En règle générale, ce serait seulement pour elles. Mais elles l'ouvrent à tous les autres. Ah, donc il y a aussi des hommes des villages alentours qui viennent, c'est marrant. À toute la communauté, les villageois, les enfants, les hommes, tout le monde peut prier avec elles. Elles détiennent les moyens de production. Les moyens de production de la foi. Et du coup, ça marche. Et du coup, elles vont avec les hommes. Bah non, en fait, c'est des hommes qui viennent dans leur mosquée. C'est pas qu'elles vont avec les hommes, c'est que c'est leur mosquée et qu'il y a des hommes des alentours qui viennent prier là. Qu'est-ce que ça fait d'être autorisé à prier dans la mosquée des personnes transgenres? Ici, nous sommes tous des êtres humains, créés par Allah. Allah a rendu la prière obligatoire pour nous tous. Donc elle est obligatoire pour tous. Chacun a le droit de prier. Si nous avions su plus tôt que nos frères ne pouvaient pas prier, nous nous serions battus avec eux. Donc maintenant, tous nos frères sont en ligne, épaule contre épaule, avec eux et avec amour. Ils nous ont donné l'opportunité de prier avec eux. Ils nous ont donné une grande chance. C'est marrant, hein, parce que si ça tombe, il y en a certains d'entre eux qui sont pas forcément très enthousiastes pour parler dans les détails de ce que c'est que leur vie, leur sexualité. Mais par contre, la foi, ça reste le liant. Le liant de, comme n'importe qui, tu devrais pouvoir prier, et donc je vais te soutenir, tu vois. C'est intéressant. Nous voulons vivre pour toujours dans cet amour mutuel. Je fais un appel pour que tout le monde dans le monde puisse prier ainsi, en partage, jusqu'au dernier jour.
Ils nous respectent beaucoup en tant que personnes du coin, comme des gardiens, comme si nous étions leurs protecteurs. De la même manière, nous les voyons aussi comme des frères et sœurs. Nous les traitons comme notre famille. C'est un don de pouvoir prier ensemble. À travers leur amitié, nous reconnaissons l'amour de Dieu. Ça tombe, il y a des aigles parmi eux. Mais non, mais après, c'est même pas que des aigles. C'est qu'en fait, il y a des pères de famille, il y a des mères de famille qui ont conscience que les hijras, si jamais eux, ils ont un gamin qui se révèle être homosexuel ou efféminé ou trans, en fait, les communautés de hijras, c'est potentiellement là où leur gamin va finir, en fait. Les aigles, c'est quoi? En gros, c'est des personnes trans qui n'ont pas craqué leur coquille. Donc c'est une manière de dire, par exemple, peut-être que cet homme veut devenir une femme, mais il ose pas le dire et il ose pas sortir du placard. C'est ça, un egg. C'est une coquille d'œuf qui a pas encore été brisée, quoi. Mais la communauté hijra, du coup, elle a une importance pour ça. C'est que c'est aussi un foyer pour des gens qui, parfois, font partie de leur famille. Des fois, il y a ce lien-là, littéralement, en fait. Ça veut dire qu'il y a peut-être le cousin qui est dans la communauté hijra. Ou alors le fils. Ou alors la fille. Ok, bah c'était trop intéressant. Trop intéressant. Non mais en tout cas c'est trop bien, putain. En fait j'ai envie d'en voir encore un autre. Est-ce que vous voulez qu'on se fasse un dernier docu et on fait ça sur une dernière communauté dans le monde? Qu'est-ce qui vous intéresse? Il y a quoi? Il y a les Fa'afafine. On pourrait aller voir dans les îles Samoa. Sinon il y a les Katoy. On pourrait aller en Thaïlande. Mais en Thaïlande, bon, c'est connu quand même. La Thaïlande, c'est un pays très ouvert, queer et tout, quoi. Les Two Spirit, mais non, mais ça, c'est les chercheurs, c'est les chercheurs en études du genre qui bandent sur les sociétés indiennes. Mais c'est pas forcément un truc communautaire très palpable. En soit au Mexique, soit ici en Europe. Qu'est-ce qu'on fait? Attendez, vous avez l'air de voter pour les Fa'afafine. Bon, du coup, vous voulez qu'on regarde le docu en anglais? Ça vous dérange pas? Là, il y a un truc de 10 minutes. Il a l'air pas mal. On le regarde en anglais, vous allez pas être perdu non plus. Au pire, je traduis. Envoie, let's go, vas-y. Whether I'm a man or a woman, being Fa'afafine, I feel that I've never had that struggle within me. Fa'afafines, they have the flair and the creativity of the female gender, but they also have the brutal strength. Là, ça a l'air, en fait, regardez, en Albanie, on a eu surtout les mecs trans, les merdes, j'ai déjà oublié, les Bruchessa, là, je sais plus. En Inde et au Pakistan, on a surtout des communautés queer / homosexuelles / meufs trans et travestis. Il y en a qui sont juste travestis. Et là, c'est un peu les non-binaires. C'est un peu plus une conception non-binaire du genre. J'ai l'impression. Ça veut dire qu'on arrête de se poser des questions, tout le monde est Fa'afafiné et voilà. Fa'afafines, we know that we're boys at the end of the day, but some portray the femininity stronger than others. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup plus non-binaire, quoi. Ah oui, et parce qu'on oublie. En fait, on oublie aussi un phénomène simple et basique dans n'importe quelle société, c'est les intersexes. Je pense qu'aussi, à la base de toutes ces communautés-là, il y a quand même la question de l'intersexualité qui rentre en compte. C'est que ça, pour le coup, quand bien même tu as des sociétés qui sont hyper LGBTophobes, tu as de toute façon des corps intersexes. Tu as des gens avec un corps intersexe, donc des gens qui rentrent pas dans les cases et tout, ce qui permet de fait une résistance permanente et peut-être minoritaire mais permanente à la rigidité des rôles sociaux, ça c'est sûr. Est-ce que les personnes prennent des hormones? Ça dépend de leur connexion avec des matrices plus occidentalisées, et les matrices occidentalisées ramènent le véhicule de la transidentité accompagné de la prise d'hormones. Et généralement, ça se développe à partir de cette matrice-là. Mais du coup, dans ces communautés, par exemple, les hijras, je pense que les hijras qu'on a vus, il n'y en a pas beaucoup qui prennent d'hormones, je pense pas. Il y en a certaines qui en prennent, mais c'est pas obligatoire. Et elles perçoivent pas toute leur féminité au travers de la prise d'hormones. Phineas, Yamania and Leo are all Samoan. They were all born boys and now live as far from ordinary men. What bonds them together is that they were all raised neither boy nor girl, but as Fa'afafine. Ils ont été élevés comme Fa'afafine, mais ça veut dire quoi ça? C'est ça qui est intéressant. Ils ont été élevés comme Fa'afafine, donc c'est quoi? C'est une configuration où c'est culturellement que tu élèves certains enfants comme des non-binaires? In Samoan society, there's a lot of expectations from a young age when you're born. Okay. How you're going to grow up and you're going to fulfill a certain role. Okay. Samoan society was always about the division of labor. Ok, je crois que je sais. Est-ce que c'est pas quand, par exemple, dans une fratrie,
y a trop de garçons. Il y en a un à qui on va attribuer, peut-être le petit dernier, on va lui attribuer le rôle d'une femme. Comme ça, il va pouvoir aider sa maman à la maison. Et du coup, il va être féminisé dans la société. Ou alors, inversement, s'il y a trop de filles, est-ce qu'il y en a... Enfin, peut-être c'est ça. For Fafafinis, so they're in a unique place in Samoan society. Hence the respect and the acceptance that's very prevalent in today's Samoan society. Ok, donc la société est plus acceptante, ok. This is not something that, Samoans just woke up and said, oh, hey, let's just embrace our Fa'afafine brethren. No, they didn't. This happened like a long time ago. They were very much entrenched into the part of Samoan culture. There's a lot of Fa'afafines, I'd probably say closer to maybe around between 2,000 and 3,000 in Samoa alone. 2000 rien qu'au Samoa. C'est quoi le... Attends, comme d'hab, hein. Population Samoa. 216 000. Ok. Ouais, ça représente 1%. Ouais, c'est ça, en général, c'est ça. Hein. Not counting the Fafafinas in the United States of America, in New Zealand, in Australia. Il y en a en Nouvelle-Zélande, en Australie, ok. And in Europe as well. Yamania is the technical director of the Samoan Fa'afafine Association. She estimates there's at least 100 Fa'afafine currently living in Australia. Because I come from a Samoan family of 7 boys. Ah, voilà. Je crois que c'est ça. My parents naturally wanted a girl somewhere. Ouais. So I'm born the 6th of the 7, so I'm the second youngest. And I think my parents were they were expecting to have a girl to assist my mother and my father in gender roles, and that didn't happen. Being a Fa'afafine, or the practice of males adopting female gender roles and the attributes traditionally associated with women, is deeply embedded in much of Polynesia. There's no hard and fast rules on how it works. Some boys like Leo don't feel the Fa'afafine spirit, but may be nominated as the Fafa in a family of all boys by the mother. Ah, putain, c'est spécial. Ça veut dire que c'est les parents qui vont dire ça c'est un Fa'afa, en mode c'est le garçon féminisé de la fratrie, mais ça veut pas forcément dire que le garçon adopte ce rôle-là. Et peut-être même qu'il peut être en rupture familiale parce qu'on lui attribue ce rôle-là et qu'il voulait pas. Et par contre, à l'inverse, il y en a qui le réclament. Ouais, il y a un truc un peu de force femme. C'est glauque, mais c'est pas forcément cool, hein. En Albanie, c'était pas basé, hein. Genre, désolé. En Albanie, ce qu'on a vu, c'était un peu dur, hein, quand même. En fait, c'est pas parce que c'est des spécificités queer que c'est forcément basé, hein. C'est spécial, hein. What my mother at that time was doing to me that was for me was a bit weird is dressing me. Ouais, c'est ça, c'est force femme, c'est ça. Putting me in lavas and flowers in my ears, and so she'd get me to pose in some things, and it's like I'm not posing as a guy, I'm posing as a girl. I think that sort of behavior of my mother towards me really ruffled. Gwendoline dans Dark Souls, oui. A lot of the boys' feathers, a lot of physical violence, so they wanted me to come back to manhood. Ah, en gros, au début, c'était un peu le projet. Et après, ça s'est mal passé auprès des autres du village, de la ville ou je sais pas quoi. Finalement, ça a rétropédalé. Well, that idea with Fa'afafine being a result of there being no females in the family and you're pushed or raised as a female. In some families, that may be the case, but it depends on the family. In my case, it's the complete opposite. My family supported me because it was just myself. I was just... Ouais, voilà, c'est ça. En fait, ce qui est... Wow, c'est vraiment une configuration particulière, hein. Ça veut dire que des fois, c'est un cadre rigide, un peu force-femme, mais dans d'autres situations, c'est réclamé par l'enfant lui-même, et vu que la culture le permet, bah pourquoi pas. Others, like Phineas, feel they are born naturally with the spirit of Fa'afafine, and despite being raised more effeminate, end up presenting... Mais c'est quoi ça, l'esprit Fa'afafine? C'est un lore de réincarnation ou un truc comme ça? En mode, c'est une genre d'âme ancestrale qui te traverse, et certains l'ont pas. J'aimerais bien comprendre aussi du point de vue spirituel. Fa'afafines, we know that we're boys at the end of the day, but some portray the femininity as stronger than others, I suppose. I mean, I'm comfortable living as I am and dressing the way I am, but I have the femininity that a Fa'afafine has. And then there's the likes of Yamania. From the word go, boys groomed to behave in the manner of a woman. Yamania identified as female from a very young age and has always lived, dressed and behaved. Voilà, ça c'est les trans volontaires, quoi. En gros, c'est les fratries où il y a beaucoup de garçons, alors qu'il n'y a personne, il n'y a pas de filles pour aider la mère à la maison ou prendre le flambeau. Donc du coup, des fois, on force femme des garçons
qui sont généralement les derniers de la fratrie pour que ça devienne des filles. Chose qui passe pas forcément bien, mais vu que c'est une particularité culturelle qui fait que ça existe dans cette culture, les personnes trans qui, pour le coup, le sont vraiment, peuvent réclamer une certaine identité au sein de leur famille et ça passe. C'est-à-dire que s'il y a un gamin de 4-5 ans qui dit « Ah, j'ai envie de m'habiller comme une petite fille », bah, les parents vont dire « Ah, bah, c'est un fafiné. Donc c'est ok, on va l'habiller comme une petite fille, il va trouver sa place dans la société. » J'ai l'impression que c'est ça. Comme elle, par exemple. And has always lived, dressed and behaved as a woman. She recently underwent gender reassignment surgery. They were very encouraging in terms of who I was. There was never any punishment or any restriction in terms of you had to be a certain way or act a certain way. And because of that understanding and that love and support, I was allowed to feel that it's okay to be different. But in all cases, if your parents decide to raise you as the Fa'afafine in your family, you are expected to take on female gender or labor roles. Ah ouais. C'est à la fois rigide, à la fois ouvert. C'est compliqué. Mais de notre perspective à nous, quoi. Parce que j'imagine que du coup, il y a des garçons qui se font force femme, mais pour eux, ils sont pas en mode dissonance de genre, ça les fait bader. Peut-être même qu'au fond, ils sont pas trans. Mais vu que culturellement, c'est basé, et que c'est logique, bah, ils épousent ce rôle-là. Ils se disent, bon, ok, je serai la fille de la fratrie. Alors qu'ils voulaient peut-être être des garçons plus qu'autre chose, mais ils acceptent. Ça, c'est assez spécial, hein, mais c'est comme en Thaïlande. Hein. En Thaïlande, il y a des personnes trans, il y a des travestis, il y en a beaucoup. Mais des fois, il y a des situations assez spéciales. Genre, par exemple, il y a des garçons de campagne qui sont très pauvres, et pour soutenir leur famille, c'est pas des personnes trans et c'est pas des personnes homosexuelles. Hein. Mais ils se féminisent pour aller se prostituer, tu vois. Enfin, c'est compliqué. C'est spécial. C'est la zone grise du queer, bah oui. Mais c'est pour ça, en fait, tout ce qui est queer n'est pas basé. Mais c'est juste que c'est queer, c'est tout. It's so open that, you know, you can't really say it depends on the individual Fa'afafine, whereas it's more common for Fa'afafine to go with men. In Samoa, in that Samoan context, it might not work here, and it probably won't work here in Australia. And then the heterosexual men that have relationships with Fa'afafine, because of that feminine spirit, and they're not seen. Ah. Lisez bien cette phrase, elle est intéressante quand même. Hein. Les hommes autosexuels qui ont des relations avec des Fa'afafine, à cause de cet esprit féminin, ils ne sont pas considérés comme étant homosexuels eux-mêmes. C'est pas pareil une girl dick. La girl dick dans les îles Samoa, c'est pas homo. Through and everything, I think it was part. It definitely, of course, plays part of my. Lui, par contre, il a pas l'air d'avoir bien vécu le truc. Hein. Personal development. Lui, il incarne le côté un peu badant. You know, to have gone through that, it really affected me a lot, and I don't think my family know that. During this time, I became a petrol sniffer. Ah oui, la drogue, mais ah ouais. So on record, for the first time, I'm saying that I was sniffing petrol at this time from the ages of 6, 7, 8. À partir de 6, 7, 8. 8, 9, 10, and I think that's where I was escaping to during the times of physical abuse and all of the mental sort of abuse. But Leo was determined to prove to his family and his peers that he wasn't a Fa'afafine. Ah ouais, il a transmaxé, mais dans la masculinité. Il a transitionné dans la masculinité en étant un homme. Et c'est compliqué, hein. To be honest, I wouldn't want anyone to go through this because, in all honesty, c'est vrai que bon, force femme un gamin qui en a pas envie, bon. Honestly, it's a crime. And I just feel sorry. Au-delà de la blague, c'est traumatisant. For all the Fa'afafines that are probably getting that, you know, abuse at the moment. Ouais. I think yes, we are misunderstood, and a lot of that is due to the representation that happens to Fa'afafines in the media. And every Tom, Dick and Harry that gets on a plane and comes to Samoa and says, I want to tell you a story, will always skewer it towards the sexual aspect of it. Because oui. It's titillating, because oui, le regard occidental, quoi. It's exciting because it sells who they sleep with, what they have between their legs. It really doesn't matter at all. Bon bah encore une fois, trop intéressant. Enfin, je tombe de ma chaise. C'est tellement intéressant. Et après, on est là avec des terfs qui ont des débats de cons,
je sais pas quoi vous dire, quoi. En fait, ça m'attriste de voir à quel point les gens sont si ignorants de la diversité culturelle qui existe, quoi. Enfin, le pauvre, c'est le fantasme de l'extrême droite, son expérience. Oui, de force femme les gosses. Oui, bah là, pour le coup, ça existe vraiment. Bon, en vrai, moi, il me reste un peu de temps. Est-ce qu'on s'en fait un dernier? On s'en fait un dernier. Comme ça, on aura vu 4 cultures différentes. Super intéressant, en tout cas, je connaissais les Isra, mais pas les Fafinés. Et par contre, il me semble que les Mux, c'est aussi... Il me semble qu'il y a aussi ça. C'est-à-dire que dans les Mux aussi, il y a un lore de... Quand t'as trop de garçons, tu peux élever un garçon comme une fille. Donc au Mexique, il me semble que c'est ça aussi. Et que c'est aussi... Enfin, c'est un peu le même truc. C'est pour ça que moi, j'aimerais bien... Le dernier que j'aimerais bien voir, c'est sur les Katoy. Parce que les Katoy, on a l'impression qu'on connaît bien. Mais en vrai, les Katoy, c'est quand même... oui, voilà, les ladyboys. Les ladyboys. Moi, ça me fait rire ces termes-là, parce que c'est vraiment des termes pornographiques. Je sais même pas si les Thaïlandais s'appellent eux-mêmes ladyboy. Mais shemale et ladyboy, c'est des termes porno. Hein. Merci Kinou. Moi, c'est comme ça m'a fait rire une fois. Sur Twitter, il y a un mec de droite qui me dit... il me parle des trans et il me parle des shemale. Et je lui dis, mais pourquoi t'appelles ça des shemale? Et il me dit, parce que c'est le vrai terme, c'est comme ça que ça s'appelle. Et il disait des trucs transphobes. Et je lui ai dit, mais tu as conscience que c'est le terme porno? Ça veut dire que ta connaissance du sujet se ramène à la pornographie. Ça en dit long sur... tu es transphobe et tu regardes du porno trans, en fait. Genre, c'est... En vrai, on connaît mal. Il y a beaucoup de préjugés en France dessus. Bah oui. Pour le tourisme sexuel, oui. Même si les gens qui vont en Thaïlande, ils y vont plus parfois pour les gamins. Hein, Bruno Attal. Est-ce qu'il y a un truc... Oh putain, mais oui, mais en fait, dès qu'il est marqué Ladyboy, j'ai pas envie de cliquer. Elle avait une queue. Oh, la miniature, la chaîne de la vérité. Elle avait une queue avec leur tête dépitée, ça me fait rire. Aïe. Fourrer un Katoy par erreur. Ah, mais c'est la même chaîne. Est-ce grave de fourrer un Katoy par erreur ou par hasard? Attendez, ça a l'air fou. Si tu rencontres une femme et que cette femme est particulièrement belle, eh bien c'est probablement que cette femme n'en est pas une. Cette femme est probablement un Katoy. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux Katoy, on va voir comment les détecter et surtout, on va se poser la question. Faut palper là, entre les jambes. Est-ce que c'est si grave de fourrer un Katoy par erreur? Surtout le terme fourrer un Katoy par erreur, quoi. Ou par hasard. Mais avant, je vais vous montrer où je suis. Bon bref, il m'énerve, mais je voulais juste voir la dégaine du gars. On va regarder les Mux. Les Katoy, ça sera pour un autre jour. Mexique, les Mux, un 3e genre. Bon allez, let's go. Cuando yo era niño, yo tenía esa idea de vivir como una persona muse. Mi nombre es Carolina Yelvis. Quiero que la gente me dice Carolina. Me gusta pintar los labios y también me gusta pintar. Ça n'existe pas, les enfants trans, ça n'existe pas. C'est les parents qui leur mettent tout dans la tête, hein. Ça n'existe pas, mais comment ça? En fait, ça c'est vraiment la question qui gêne tous les transphobes. Qu'est-ce que tu fais face à un gamin comme ça? Vraiment, au bout d'un moment, c'est la réalité que les transphobes à laquelle j'aimerais qu'ils se confrontent, c'est parle avec un gamin comme ça. Essaye de faire raisonner un gamin comme ça. Essaye de le comprendre, en fait. Et ce qui est fou, et moi ce qui me fait plaisir aussi, c'est de voir que chaque culture s'approprie la féminité à sa façon. C'est pas les mêmes habits, c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas les mêmes critères. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça magnifique. Enfin bref, je suis un citoyen du monde. J'aime toutes les femmes et je les aime de toutes les couleurs et de toutes les traditions. Je les aime comme elles sont. Retrouvez ma chaîne YouTube pour éviter de fourrer des Katoy sans faire exprès. De base, les sujets queer, je m'en bats les couilles. Mais oui, mais parce que on est... En fait, que ça soit les conservateurs qui parlent de transidentité ou que ça soit les trans qui se reconnaissent comme communauté ou comme culture, en fait, on est hyper occidentalo-centré là. Et elle a raison, Ouria. C'est pour ça que Ouria, je mitige, peut-être qu'elle a pu dire sur le truc de la tyrannie de la visibilité, mais Ouria, elle a vraiment raison sur le fait qu'on est putain de nombriliste en fait dans notre conception du truc. On est trop nombriliste. On prend pas en compte le fait qu'il y a plein de cultures qui existent et tout. Dans mon studio parisien, il y a presque 10 ans, je tombais sur un documentaire. Ça se passe au Mexique. On y parle des mouches. Un 3e genre reconnu comme tel et pas les mouches dans un pays des plus patriarcales. Des hommes vêtus des tenues de Frida Kahlo dans une des villes les plus pauvres du pays.
sans club, ni discothèque. Ces descendants de Zapotèques vivent en vase clos dans une ville morte, Juchitán de Zaragoza. Comment cela était-il possible? Je me suis dit qu'un jour, j'irai. J'irai voir ces oiseaux rares acceptés par miracle dans un pays machiste. Bon, en fait, merci Gary Chigo. En fait, ok, c'est bien. Tu vas faire t'as une chaîne travel, tu vas... En fait, je vois déjà l'angle très occidental. Comment ça a pu exister dans une société hyper machiste, quand même genre... Oui, mais parce que ça existe depuis très longtemps, en fait. Et même si la société est machiste, c'est possible. La lecture bourgeoise, non, c'est pas la lecture bourgeoise. C'est la lecture occidentale. C'est Sauvage de Mexicain. Non, mais elle va pas jusqu'à là. Mais ça, c'est... Non, mais c'est pas le colonialisme non plus. C'est juste qu'on est non réaliste. On a trop l'impression d'être à l'avant-garde sur les sujets LGBT, les trucs comme ça. Et la vérité, c'est qu'on l'est. Mais d'un point de vue scientifique, technologique, recherche et tout ça. Bien évidemment. En Occident, ça fait des études sur les trans, ça leur file des médocs... ça les opère, bien évidemment, de ce point de vue-là, oui, on est en avant-garde, oui. Mais du point de vue culturel, ça veut pas dire qu'on est mieux accepté que dans certaines communautés et que dans certains pays. Genre. J'irai voir ces oiseaux rares acceptés par miracle dans un pays machiste où la question de l'homosexualité peut à peine être posée. Après, c'est vrai, hein, quand même. Enfin, faut pas oublier quand même qu'en Amérique du Sud, c'est l'une des zones où, en proportion, le nombre de meurtres de personnes LGBT est énorme. Mais après, ce qui est un peu... en fait, ce qui fausse un peu la donnée, c'est qu'en général, les assassinats et les meurtres sont très élevés. C'est ça. C'est qu'il y a beaucoup de personnes LGBT qui crèvent, mais il y a aussi beaucoup de gens qui crèvent, en fait. Sans le prévoir, nous arrivons le jour des fiertés. Mais malheureusement, à cause du Covid, aucune fête n'aura lieu. Nous n'aurons pas la chance de voir les costumes ouais, donc ils ont une Pride, hein. flamboyants défiler dans les rues pour ce jour. La mission cependant est de trouver le salon de coiffure de Felina, le repère. Ok, donc ça c'est une activiste et elle possède un salon. Bueno, aquí la mujer tiene una presencia muy fuerte. La mujer no depende directamente del hombre económicamente porque tiene trabajo, cada mujer tiene trabajo. Y no solamente depende del salario del hombre. Malgré ce que nous explique Felina, on ne comprend toujours pas pourquoi les Mouchesses se trouvent rassemblées dans cette partie du pays, et surtout dans cette ville. Ça veut dire que les Mouchesses, elles sont pas partout au Mexique. C'est pas les îles Samoa, où globalement c'est accepté. Ça n'est pas accepté partout, par contre, il y a un foyer dans un endroit du Mexique, et particulièrement une ville. Ok. En réalité, la civilisation zapotèque, vieille de 2000 ans, était une société matrilinéaire. Les femmes étaient chefs de famille, elles contrôlaient les richesses et l'héritage. Ok. Particulièrement tolérantes, elles acceptaient ainsi, sans difficulté, les différentes formes de sexualité. Encore un exemple de culture qui n'était pas patriarcale pensée comme telle, et qui a été vachement influencée par les colons. De là sont nés les Mouchesses, les hommes au cœur de femmes. Les hommes considérés comme faibles pouvaient tout à coup devenir le sexe fort et incarner la puissance. Avec le temps, ils furent socialement acceptés comme un nouveau genre. Ah. Entonces la presencia de la mujer es muy alta, no es así, sino que es así. Dice aquí, hay algunos que dicen que hay mucho efecto en la mamá, que la hijo sale mucho. Ah, c'est peut-être, oui, c'est peut-être parce que c'est des sociétés plus éloignées, enfin des communautés plus éloignées avec des femmes fortes, il y a une économie parallèle. Beaucoup de mères veulent absolument un MOOCs. Donc ça, c'est pareil qu'au Samoa. C'est qu'il y a du force femme. On en revient aux force femme. Que realmente quiero un muche. Entonces empuje el niño para hacer muche. Et là déjà, il y a un conflit culturel très fort entre la mère et la fille. Enfin, la mouché. La mère qui dit non. Et la fille trans qui dit si. Si. Y habemos tipos de muches. Ok, deux types de mux. Ella es muche, sí. Mujer. Ok, il y a des muches femmes. Aspecto femenino. Y yo soy muche, aspecto masculino. Ok, et donc les muches hommes, c'est en gros les muches à qui on a donné un rôle féminin dans la communauté, mais qui veulent performer la masculinité. Ouais, compliqué. Maquillaje para las mujeres, comida para la gente, adornar el salón, o hacer las luces,
Ok, en gros, elles s'intègrent dans la communauté en étant un peu les gardiennes des traditions. C'est elles qui font... En fait, c'est elles qui gardent les traditions dans un pays qui se capitalise, qui s'occidentalise. Elles essayent d'être un peu le passage, enfin le socle, permet de garder ces trucs-là. C'est fou quand même, hein. Les familles qui ont un mouché productif. C'est vraiment, c'est pensé en termes de productivité dans la famille. Il y a trop de garçons, il nous faut un mouché. Parce qu'il faut aider ta maman à faire le ménage, à faire la bouffe, à t'occuper de tes frères. Parce que du coup, les parents choisissent que le garçon sera un mouché, mais est-ce que les frères considèrent le petit frère comme une fille? C'est ça aussi que je me demande. C'est la famille qui les force femme. Bah, c'est comme au Samoa, il y a des situations où c'est la famille qui force femme. Mais vu que cette situation existe, il y a des personnes trans qui, dans cette culture, finissent par se outer et trouver leur place comme mouché. En fait, c'est ça. Est-ce qu'elles peuvent être en couple? Ah, je crois que oui. Ah, elles ont pas le droit. Ok. No, no, no. Porque nuestra relación es con hombre heterosexual. D'accord. Bah là, c'est différent des Samoa. Putain, mais vous voyez à quel point c'est variable et en même temps complexe. Les Samoa, au Samoa, c'est possible. Et comme disait la personne là, les hommes hétérosexuels qui couchent avec sont pas considérés gays. Ici, ça a l'air différent. Oui, le petit fortier, ça doit y aller. Hein. No, no, porque el hombre tiene una relación contigo por amistad. Muchas veces por la amistad. Oui, pour l'amitié. Amistad o por amitié plus plus. Obediencia también. Porque le gusta divertirse. Porque las luces son muy divertidas, muy ocurrentes, mucha broma. Entonces, en alguna etapa de su vida llega a tener... Et oui, c'est pour ça que n'en déplaise... Oh putain, pas du ring. Moi, quand je fais du stream et que je crie et que je fais des blagues et tout, je suis dans la digne lignée de mes ancêtres partout dans le monde, ancêtres femmes trans qui généralement sont ramenés à des communautés d'amuseuses, de fêtes populaires et tout ça. Je suis une clown et je fais honneur à mes ancêtres en étant sur Twitch à faire des proutes et tout. Una relación, pero posteriormente se casa con una mujer y tiene hijos. Sí, tiene su relación, después se va. C'est marrant, donc il y a des hommes hétéros qui fréquentent des mouchés et qui ensuite vont fonder une famille, quoi. Todos casamos, no tenemos esa. No nos gusta el matrimonio. Amarre. No. Ils n'ont pas le mariage. Ok, la gannerie. Aquí hay un género mouché. Hombre, mujer y mouché. Son tres géneros. Donc c'est un troisième genre. Mi nombre es Pedro Enrique Godínez, conocido como Kika en la comunidad mouché. Es lo que trabajamos aquí con nuestra comunidad que es muy grande. No nada más con la comunidad mouché, hay la comunidad gay, lesbianas, que aquí a las lesbianas se les dice Ngiu. Entonces, esas personas también están metidas con nosotros porque también es de nuestra comunidad. Ah, donc ça comporte aussi des hommes gays. La mujer que es hombre y el hombre que es mujer, pues convivimos con ella. Pues te quiero mucho porque ayuda. Él trabaja, él lava ropa, él hace comida, él hace atolito, hace todo. Une vraie fédulogie. La face cachée. Malgré une place a priori enviable, les mouchets ont un rôle bien précis à tenir. Attends, au Mexique, la ville de Juchitán est réputée pour ses mouxés, un troisième genre constitué d'hommes se comportant en partie comme des femmes. Considéré comme un havre de tolérance dans un pays où 1310 crimes homophobes ont été commis en 10 ans, ouais c'est énorme, hein. Ce paradis possède une face plus sombre. Les mouchés n'y sont acceptés qu'à la condition qu'ils restent toute leur vie au service de leurs parents et sont condamnés par la société à des relations amoureuses secrètes. Ah. Oui, bah oui, encore une fois, c'est la configuration queer un peu spéciale, quoi. Ça veut dire que toute ta vie, tu vas devoir aider tes parents. En fait, c'est la dette familiale. Tu as une forme de dette familiale et tu n'as pas le droit d'être en couple et tout. Parce que sinon, tu jettes l'opprobre sur la personne avec qui tu baises, quoi.
económica quieren tener un hijo mushe. Porque como tienen hijos varones, no tienen a alguien que les ayude en la casa. Entonces, si ven que su hijo tiene... Voilà, vous voyez, force femme, encore comme au Samoa. Como ciertas tendencias femeninas. C'est trop intéressant, parce que là où dans notre culture, quand un garçon a des attitudes féminines, on va les réprimer sévèrement, quitte à finir dans des trucs lors de conversion pour les forcer à abandonner ces trucs-là. On va essayer de les corriger dans leur trajectoire, alors que là, c'est observé traditionnellement comme un truc où on se dit ok, lui il est un peu féminin, on va le féminiser. C'est l'inverse en fait. Et pourtant, c'est quand même une rigidité culturelle, quoi. Ça fait pas du bien à certains gosses, dans les deux cas. Que su hijo tiene como ciertas tendencias femeninas, lo que hace es como encauzarlo. Esa mamá que está protegiendo a su hijo mushe tiene una idea muy egoísta, porque esa mamá dice, ok, yo me alegro y le agradezco a Dios que tuve un hijo mushe, porque mi hijo mushe... Ah oui, il quittera jamais le foyer, il restera toujours redevable. Assumer un rôle de femme. Mais c'est quoi un rôle de femme? Le patriarcat faisant loi malgré tout, ou même un mouché est défini par son rôle en tant que femme. Toujours est-il qu'on force des gens à performer un genre, occupez-vous de votre fiac au bout d'un moment. Non mais je suis d'accord. Mais en fait, pourquoi je vous montre ça et pourquoi je trouve ça intéressant, quand bien même ça a une certaine rigidité? Parce que c'est la preuve que l'édifice patriarcal est relatif culturellement. C'est vraiment, je montre ça pour montrer que c'est relatif, quoi. C'est qu'il y a des tas de cultures qui ont des dispositions spéciales, complexes. Parce que ça reste très patriarcal, hein. Parce qu'en fait, là où c'est hyper patriarcal, quand bien même il y a un troisième genre, c'est que pour avoir un garçon qui fait des tâches ménagères et qui aide sa mère, il faut le travestir. C'est pas normal qu'un garçon masculin puisse faire ces tâches-là. Dans cette culture, ça reste féminin. Donc en fait, tu forces un garçon à devenir une fille, parce que sinon, si c'était un garçon masculin qui faisait ces tâches-là, ça serait mal vu. Donc en fait, la féminité est quand même associée au rôle de la femme au foyer. Enfin, ça reste ça, tu vois. Mais avec une disposition spéciale et un peu queer. Yo me fui a la capital. Trabajaba en la calle. Ah, ça c'est la prostitution. Me prostituía, empecé a trabajar en un bar, luego trabajé en la calle. Ah, robe de mariée, donc la couture, les salons d'esthétique, les salons de coiffure, c'est comme nos LGBT à nous dans la mode et dans les salons de coiffure. Hein. Et qu'au final, ça, pour le coup, dans beaucoup de cultures, elles peuvent se faire gardiennes dans ces espèces de temples esthétiques un peu. En fait, il y a un truc simple. Quoi de mieux qu'une personne pour comprendre la féminité qu'une personne qui l'a épousée et l'a choisie, plutôt que la subir? C'est ça la vérité. Et c'est pour ça que certaines femmes trans sont beaucoup plus féminines que des femmes cis. Mais c'est parce qu'elles épousent le truc, elles le cultivent. Alors qu'il y a des femmes cis qui aiment pas ça. Il y a des femmes cis qui le vivent que comme une injonction. Elles cultivent la construction sociale. Oui, mais si tu sous-entends par là que c'est pas basé de cultiver la construction sociale, alors suicide-toi, parce que tout ce que tu fais dans ta vie, c'est cultiver des constructions sociales en permanence, en fait. Que ça soit le langage, que ça soit l'éducation, que ça soit les références historiques, que ça soit ton rapport à l'idéologie, même de gauche. Tes références idéologiques, comment tu parles des choses. Dans ces cas-là, on s'en sort pas, tu vois. Au bout d'un moment, il y a un peu ce truc où, même si tu es capable d'identifier la composante toxique de ton rapport à ta construction culturelle, moi, il y a un monde où je suis en mode... Tu peux aussi épouser cette contradiction et en faire une force. Et quitte à être aliéné et le savoir, c'est pas grave. Au bout d'un moment, t'es juste un être humain qui va être de passage sur cette terre. Sois heureux, en fait. C'est aussi ça que je te souhaite, tu vois. J'ai un peu ce truc-là. Et c'est pour ça que moi, par exemple, quand je parle de l'hyperpop, je dis que moi, ce que j'aime dans l'hyperpop, c'est que c'est une ode à ça. C'est une ode à la... comment dire, au côté fucked up des individus que nous sommes, hyper consommateurs, surconsommateurs, matrixés par l'esthétique, matrixés par la mode, matrixés par le bling-bling, par le luxe, et pourtant déprimés parce qu'on sait que le capitalisme va droit dans le mur, et en même temps on épouse ce côté surconsommation, ce côté fasciné par le luxe, et on l'accepte, et on en fait une esthétique, et ça donne de l'hyperpop, ça donne des trucs un peu space. Moi j'aime ça, c'est vivant en fait, c'est mieux que rien. En différenciant d'emblée le genre de la sexualité, les apothèques admettaient peut-être le genre comme une construction sociale. À travers ce simple mot,
Ils indiquaient que le genre se construisait au fil de l'identité et même que d'autres pourraient exister. Bravo, son mec a mis une jupe. Après, conclusion de la vidéo, regardez, mon mec a mis une jupe. Bon, on leur a fait notre petit tour d'horizon là. Mais moi je pense qu'à un autre stream, on regardera un truc sur les Katoy. Parce que les Katoy, ça a l'air d'être un beaucoup plus gros morceau. Vu que la société thaïlandaise, c'est une destination touristique. Il y a tout un lore d'occidentaux qui ont des chaînes de travel qui parlent de ça. Il y a des documentaires d'1h30. Je pense qu'on fera un stream où on fera sur la Thaïlande. Allez les gens, bonne soirée à vous en tout cas. Des bisous et à plus. Au revoir. Adieu.